disiez ce que vous pensez de la situation de l'indépendance de la médiation par rapport à la tentative de création d'un organe central national de la médiation. Merci. Alors, Chantal, je vous remercie de cette question parce que la médiation aujourd'hui est à la croisée des chemins. Dans ce qu'a dit Jacques Saliba, il y a la conscience qu'il y a encore des choses possibles, que la médiation peut prendre une bonne direction. Mais le sociologue qu'il est, il l'a bien identifié, il y a des vents mauvais, hein, qui pourraient embarquer le navire, en particulier en ne respectant pas l'autonomie de la médiation. Les vents mauvais peuvent venir de puissances auxquelles nous devons l'obéissance, à savoir les puissances étatiques. Je ne suis pas, même si je pense que fondamentalement la médiation est une subversion positive, je ne voudrais pas lancer les médiateurs dans une logique subversive, mais les appareils d'État, par leur manie de fonctionner en silo, en normes, en référentiel. Alors le référentiel, c'est quelque chose qui m'insupporte. Il y a un tableau de Salvador Dali qui s'appelle Les montres molles. Les montres molles, eh ben pour moi, c'est ce que le référentiel est au critère. Le critère, il permet d'extraire l'ADN. Et le référentiel essaye de donner du fonctionnement à l'ADN, mais à un coefficient de déformation important. Je prends un exemple très concret. J'ai eu le plaisir de siéger au Conseil national de la médiation familiale et nous avions élaboré un projet de formation à la médiation qui était très, très solide, très bordé. Et puis, comme la commande des deux ministres instituant le Conseil national de la médiation, qui était la garde des Sceaux et la ministre de la Famille, nous avait passé commande de proposer une formation à la médiation. Quand nous avons élaboré ce projet très concret, nous en avons informé le ministère et nous avons vu débarquer des personnes humainement tout à fait sympathiques et qui ont dit « Ah oui, mais alors, comment on va traduire ça en référentiel ?» Et là, c'est parti en copeaux. Nous avions beaucoup insisté sur le fait qu'il devait y avoir dans la formation à la médiation familiale un socle commun. Il se trouve qu'à l'époque, le modèle, c'était le diplôme que j'avais créé à Paris 2, justement, très, très dans ces 200 heures-là, un socle commun généraliste. Et tout ça, c'est parti en copeaux, dans cette perte de sens que le sociologue pourrait bien éclairer. Et c'est là où on a vu la perte d'autonomie de la médiation. Parce que la médiation prise dans ce silo de prisme médiation familiale a enlevé la sève du projet et a coupé la médiation familiale de l'unité fondamentale de la médiation. Et quel que soit le respect que j'ai à l'égard des médiateurs familiaux, c'est vrai que
ils en ont conçu un particularisme qui n'est pas toujours bon pour l'unité fondamentale de la médiation et son autonomie, parce que les financements, hein, mettent quand même la médiation dans le cocon, dans les préoccupations des autorités qui financent. Alors, il se trouve que en 1988, j'ai organisé au Sénat, dans le cadre du Centre national de la médiation, qui n'a rien à voir avec ce qui vient de réapparaître, probablement en ignorant que ce centre avait déjà existé. Dans le cadre du Centre national de médiation, j'avais organisé au Sénat un colloque qui s'appelait Profession médiateur. La matinée, c'était profession de valeurs. Toutes les valeurs de la médiation qu'on a trouvées exprimées aujourd'hui. Et l'après-midi, une prospective, on était en 1988. Et l'idée que le mot profession se prêtait aussi à une autre interprétation, la possible émergence d'un métier. Et dans ce cadre, je redoutais que la médiation, ce surgissement de cette subversion positive, soit mise en norme dans le cadre de professions qui pourraient l'institutionnaliser de manière mortifère. Alors j'avais classé les scénarios envisageables en plusieurs, allant du moins mutilant, ou même du totalement respectueux de sa nature, au plus mutilant. Ces scénarios ont été repris par Jean-François Six dans l'annexe du Temps des médiateurs et figurent vers la fin de mon que sais-je. Je présentais, et c'est en cela que je vais répondre maintenant directement à la question de Chantal, j'expliquais que le mode le moins mutilant pour la médiation, c'était que ce soit des associations de médiateurs qui s'en occupent. Pourquoi ? Parce que l'association est consubstantielle de la médiation. La médiation, c'est un contrat, un accord de volonté. Et le mot, le synonyme d'accord de volonté, le synonyme de contrat, c'est convention. On a vu donc la médiation conventionnelle. Et l'association, c'est un contrat. La loi de 1901 décrit l'association comme un contrat. Donc il y a une vraie consubstantialité entre la médiation et l'association. On pourrait donc penser que je me réjouisse de cette réactivation d'idées, de réunir par une association les médiateurs qui voudraient encadrer la médiation. Simplement, c'est pas si facile. C'est pas si facile parce que Jacques Saliba, reprenant le constat de Bourdieu, un champ social est un champ de lutte. Et pour l'instant, les associations qui essayent de proposer un encadrement de la médiation n'ont pas entre elles des relations suffisamment pacifiées. Il y a un certain nombre d'absents dans cet ensemble et je peux comprendre l'absence de certains. Par ailleurs, est-il logique qu'un des moteurs de l'association soit de rigidifier. Quand on voit les travaux tels qu'ils se profilent aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que ces associations ont une logique qui est, puisqu'on va nous mettre en norme,
mettons-nous déjà, préparons nous-mêmes les normes, ce qui serait intelligent. Mais sauf que pour faire sérieux vis-à-vis des pouvoirs publics qui risquent de nous mettre en normes, on va en faire plus que ce que les pouvoirs publics nous demanderaient. Donc il y a une anticipation qui conduit à se forger nous-mêmes un carcan que les pouvoirs publics n'oseraient pas, nous infliger. On est en train de se préparer nous-mêmes à se créer des agréments, voire même de faire de la médiation une profession réglementée. Et c'est pour ça que moi, je pense que la seule urgence, c'est un observatoire qui observe et qui puisse entendre les associations pour faire émerger du commun. Voilà, donc pour répondre, Chantal, à votre question, ça pouvait partir d'une bonne idée, mais ça ne se fait pas non plus dans la capitalisation des acquis. Chantal, vous avez mentionné le code de 2009. Non, c'est pas vous, c'est votre président. Le code de 2009. Eh bien, ce code de 2009, c'est un des éléments à capitaliser. Pourquoi est-ce que ce collectif veut réinventer l'eau chaude? Vous voyez, donc je crois que c'est vrai que ce sont les associations de médiateurs qui doivent prendre en main l'encadrement de la médiation pour en respecter l'unité fondamentale et l'autonomie, mais ça doit être fait dans un esprit de confiance et d'ouverture. Et ça, c'est pas si facile. Donc, je pense que le socle d'un observatoire hors pouvoir, une plateforme, avec financement participatif, pour avoir aussi l'autonomie de financement par rapport au pouvoir public, serait la propédeutique indispensable à, à la suite. Merci Michel. Je prends le relais parce que Chantal a dû s'absenter un petit quart d'heure pour l'AG de la FFCM. Mais ça tombe bien parce qu'on a plusieurs questions qui nous arrivent et notamment une que je vous pose directement à vous, Michel. La médiation en tant que profession et la diversité des associations évoquent l'univers et les problématiques de la psychanalyse. Est-ce que cela évoque quelque chose pour vous avec différentes écoles ? Oui, absolument. Mais pour donner la direction de ma réponse, c'est qu'est-ce qui est le pire? Est-ce que c'est la liberté ou est-ce que c'est une normalisation excessive et qui apporterait du contrôle, mais pas nécessairement de la garantie? J'attends beaucoup de Jacques Saliba en tant que sociologue. C'est les illusions du contrôle. Est-ce que le contrôle apporte de la garantie? Le contrôle altère la liberté. Est-ce qu'il va pour autant amener de la garantie? Et je pense que beaucoup de médiateurs, par angoisse, alimentent une logique de contrôle qui ne va pas apporter de la garantie, mais qui va tuer l'élan de la médiation. La médiation est pour moi une sorte de liberté publique que la société s'est donnée pour être capable de vivre ensemble. Alors bien sûr, c'est agaçant de voir que des personnes pas formées ou formées en ce que vous exigez
pour un complément, hein, en 20 heures. Pour vous, 20 heures, c'est juste une supervision. Pour certains, c'est une formation. Bon, donc, je conçois que ça soit agaçant. Et moi-même, personnellement, ça m'agace quand je vois des médiateurs autoproclamés. Donc, je comprends qu'on puisse éprouver le besoin que de l'ordre soit mis. Mais méfions-nous, hein, que la mise en norme ne soit pas pire que la liberté. Parce que je vais parodier Churchill. Hein, ils ont voulu éviter la guerre au prix du déshonneur. Ils ont eu le déshonneur et puis ils ont eu la guerre en plus. Bon, et bien là, je pense que on pourrait payer très très cher quelque chose qui ferait que on n'aurait pas plus la garantie et en plus on aurait perdu la liberté. Merci beaucoup, Michel. C'est un ravissement de vous entendre. Je dois dire que je partage totalement vos points de vue que j'avais déjà entendus lors d'un précédent colloque et d'une précédente réunion que nous avions fait dans d'autres circonstances. Et c'est vrai que il me semble très important que la médiation garde son indépendance. Je sais qu'avec le mot indépendance, je dois un peu fatiguer tout le monde parce que je le remets à toutes les sauces. Mais pour moi, il est vital que nous restions, même si on est en lien avec le droit, même si on est en lien avec le reste des autres modes amiables ou appelés comme tels, il me semble absolument indispensable que la médiation garde sa spécificité, son originalité, au-delà même de son indépendance. C'est son originalité, sa spécificité qu'elle doit pouvoir conserver et faire en sorte qu'elle soit véritablement, qu'elle ait sa place et que sa place ne soit pas dévoyée, que ce soit au travers du vocabulaire utilisé, de la terminologie, ou que ce soit même au travers de l'utilité qu'on en fait ou des amalgames, puisque j'entends très souvent dire, en dehors même des problèmes textuels de nos codes, de nos différents codes, j'entends souvent dire que la médiation et la conciliation, c'est la même chose, ou que la médiation n'est qu'une fille de la conciliation, ou encore j'entends dire que la médiation et le droit collaboratif, c'est la même chose, alors que ça n'a strictement rien à voir. Ce sont des modes qui sont faits pour être travaillés tous ensemble. Moi, j'avais travaillé un petit outil que j'avais créé qui me plaisait énormément, que j'appelle la MED Négo Concile Transarbre. Et la MED Négo Concile Transarbre, ben, comme son nom l'indique, c'est un processus qui commence par la médiation, qui continue éventuellement par la conciliation, qui peut se poursuivre avec de la transaction, de la négociation, et la négociation surtout, et finir éventuellement, quand elle n'a pas pu tout régler, par de l'arbitrage. C'est pour ça que j'avais créé cet animal un peu particulier, et parce que je pensais que c'était vraiment une suite logique et que la médiation venait en premier, dans le sens où ce n'est qu'à travers elle, quoi qu'on en dise, que l'humain peut s'exprimer, que l'être humain peut exprimer ses ressentis, ses valeurs et ses besoins. Ce n'est pas la même chose dans les autres modes, même si dans le droit collaboratif, ça peut encore s'exprimer, ça peut se dire, ça ne se dira pas de la même manière. Et bien entendu, on en est très éloigné dans la négociation que j'appelle la négociation de grand-papa, non pas la négociation raisonnée, bien entendu. Et j'avoue que cette spécificité, j'y tiens énormément. Je vous remercie infiniment. Est-ce qu'on peut arriver aux questions suivantes qui ont été posées, s'il vous plaît? Justement, Chantal, je rebondis sur tes propos parce qu'on avait une question sur la différence entre médiation et conciliation. Et la question était la suivante. Au regard de la situation économique actuelle, la médiation ne va-t-elle pas pâtir d'un possible attrait de la gratuité de la conciliation? Merci à la personne qui a posé la question, que tu peux nommer. Hein, je pense que la personne… C'est Elisabeth Turiès qui nous pose cette question. D'accord. Michel, est-ce que vous voulez répondre à cette question, s'il vous plaît?
Avec plaisir. Eh bien, la médiation, contrairement à ce qu'on entend parfois, la médiation n'a pas un flou conceptuel. Il y a un flou terminologique, c'est-à-dire que la terminologie juridique a altéré le flou conceptuel de la médiation. Alors, la différence entre médiation et conciliation se met en lumière sur la base des deux critères de la médiation. La conciliation peut être une procédure, c'est par exemple un élément obligatoire, donc un élément de procédure, ça devient de la procédure, c'est un élément obligatoire de la procédure devant les prud'hommes, du divorce aussi. Donc la conciliation peut être une procédure. La médiation est un processus, c'est-à-dire une maïeutique. Tout à l'heure, Jacques et le Schir ont bien donné, quand le Schir a parlé de renaissance, je crois que le mot maïeutique fait la parenté avec la Renaissance. Donc la médiation, c'est un processus de communication éthique, c'est une maïeutique qui fait qu'il y a deux accouchements dans la médiation. On accouche d'abord de ce qu'on a sur le cœur, de ce qu'on a dans le ventre. On est bien là dans le maximum d'expression de ce que tu as dans le ventre et qui n'est pas nécessairement un conflit. On peut avoir dans le ventre une non-communication. Les gilets jaunes, on n'est pas écouté. Donc, premier accouchement et deuxième accouchement, librement et en responsabilité, on accouche de la solution. Dans la conciliation, le but n'est pas nécessairement la communication. De plus en plus, les conciliateurs se forment à la communication, mais c'est assez récent. Et de toute façon, l'essence de la conciliation, c'est l'accord amiable. Là, c'est le professeur de droit qui reparle. La définition de la conciliation, c'est l'accord amiable. Les deux parties peuvent y parvenir directement. Elles peuvent y parvenir à l'aide d'un autre élément. Et c'est là où on retrouve le deuxième critère qui permet de distinguer la médiation de la conciliation. Dans la conciliation, la troisième personne peut ne pas être un tiers. Ça peut être quelqu'un que je vais charger de travailler un peu au mental l'autre que je trouve un peu intransigeant. Donc le conciliateur peut être un émissaire, un négociateur. Mais en tous les cas, pour reprendre le raisonnement que j'aime bien suivre, je reprends le raisonnement qu'on nous avait inculqué quand nous étions à l'école élémentaire, la rigueur des définitions de la géométrie. Pour qu'un triangle soit isocèle, il faut et il suffit qu'il ait deux côtés égaux. Pour qu'il y ait conciliation, il faut et il suffit qu'il y ait accord amiable. Peu importe qu'on y parvienne avec un troisième, ou qu'on y parvienne tout seul, enfin tous les deux protagonistes. Pour qu'il y ait médiation, il n'est pas nécessaire qu'il y ait accord amiable, parce que d'abord, il n'était pas nécessaire qu'il y ait désaccord pour qu'il y ait médiation. La non-communication peut nécessiter la médiation. Et pour qu'il y ait médiation, il faut absolument qu'il y ait un tiers, c'est-à-dire un élément extérieur. Tout troisième n'est pas un tiers. Je ne me prends pas pour Raymond DeVos, mais tout troisième n'est pas un tiers. Le troisième peut être un faux-né d'un des deux, ou voilà. Donc, voilà, j'espère avoir bien expliqué la différence entre médiation et conciliation. Et je redis mon respect pour la conciliation. Oui.
Voilà, ce n'est pas une autonomie de répulsion à l'égard de la conciliation que j'essaye de construire, c'est tout simplement pour être pratique. Si on ne sait pas définir ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Et il en découle que les pouvoirs publics ne savent pas ce qu'ils vont normer et qu'ils ne savent pas ce qu'ils financent et qu'on ne sait pas à quoi on se forme. Merci beaucoup, Michel. La question suivante, s'il te plaît, Caroline. C'est une question de Jenny Sauvage-Fakir qui peut très bien s'adresser à vous trois, qui était: l'humanité de chacun est-elle capable de dépasser le déterminisme et le pouvoir? Peux-tu répéter, s'il te plaît? L'humanité de chacun est-elle capable de dépasser le déterminisme et le pouvoir? Je répondrai oui, mais je laisse la réponse donnée par chacun de vous. Qui veut prendre la parole? Qui veut s'essayer à répondre à cette Bon, question? allez, je suis lancée, mais Merci, Michel. j'attends beaucoup. Je donne une réponse martyre et puis j'attends beaucoup des compléments ou des oppositions. Alors, le médiateur, c'est pas un gentil tout mou, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais quand on investit une grande partie de sa vie dans la médiation, c'est qu'on a quand même confiance dans l'humanité. La médiation, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une hormone de confiance. Le médiateur, il est un diffuseur de confiance. Il doit d'abord diffuser la confiance dans le processus de médiation, la confiance dans sa capacité à lui à accompagner cette médiation, mais avant tout, il doit soutenir la capacité de chacun des médiés, leur dire j'accepte, je commence cette médiation avec vous parce que j'ai confiance en vous, en votre capacité à faire réussir la médiation. La médiation, c'est vous qui allez la réussir ou la rater. Donc, pour faire ça, il faut avoir confiance dans l'humanité des médiés à réussir la médiation. Simplement, là où le médiateur ne doit pas être un gentil illuminé, c'est dans le stade d'avant. Dans mes formations à la médiation, il y a toujours la petite phrase: la médiation, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et de même qu'on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, la médiation ne doit être entreprise qu'avec des personnes de bonne foi et des personnes capables de vouloir la médiation. Alors, nous avons tous en nous une parcelle d'humanité. J'ai toujours été très marquée par un film de Cayatte, André Cayatte, Nous sommes tous des assassins, où l'aumônier dit au condamné à mort, qui n'est pas quelqu'un de foncièrement sympathique, il a battu à mort son fils, il me semble, mais l'aumônier lui dit: pour Dieu, tu es unique et irremplaçable. Voilà, donc c'est au médiateur, avant d'entreprendre une médiation, de se poser la question: est-ce que est-ce que j'ai suffisamment confiance en ces personnes? Est-ce que j'ai suffisamment confiance en moi pour être capable de surmonter ce qui fait que je ne suis pas encore sûre d'avoir confiance en celui-ci ou en celle-là? Et puis, est-ce que j'ai confiance dans la dynamique humaine de la médiation pour qu'on fasse ce chemin ensemble? Voilà, ça c'est mon élément de réponse, mais que je soumets à, à mes deux compagnons de matinée.
Cheikh Hélène Bentounès, est-ce que vous voulez apporter un complément de réponse, s'il vous plaît? Alors, répétez-moi la question, s'il vous plaît. Alors, l'humanité de chacun est-elle capable de dépasser le déterminisme et le pouvoir? Alors, peut-on échapper au déterminisme et au pouvoir? Ça, c'est la grande question. Et je crois qu'en cela, et c'est là où chaque individu, en puisant véritablement dans ce qu'il a de plus humain, qui peut plus ou moins prendre une distance par rapport au pouvoir. Parce que les pouvoirs, il y a le pouvoir culturel, il y a le pouvoir politique, il y a le pouvoir financier. Dire qu'on est autonome et c'est quelque chose, se rendre, je crois, supérieur, se prendre pour quelqu'un de supérieur, alors que nous sommes que des êtres. Mais à mon avis, comme nous ne sommes pas, nous sommes, je dirais, ni totalement autonome, ni hétéronome, ni dépendant, ni indépendant, je crois que nous sommes interdépendants. Il faut aller vers l'interdépendance, c'est-à-dire que le médiateur mis en lien, parce qu'il devient ce trait d'union qui permet à la communication, donc qui permet à la vie de circuler, donc à l'échange, au débat, parce qu'en général, souvent, quand on vient à la médiation, on est dans des oppositions, et parfois même plus. On est dans le conflit. Donc, mais prendre le conflit comme un moyen de faire surgir chez l'un et l'autre ce principe unificateur qu'on appelle humanité, ou qu'on appelle éthique. Faire surgir, faire naître la bioéthique dont parlait Madame Offlon tout à l'heure. Et ce n'est pas un travail facile. Et c'est là que la probité, c'est là où que le médiateur, c'est véritablement, je dirais, un art. Ça devient bon, peut-être que l'art ne convient pas, le mot art ici ne convient pas, mais un art au niveau humain, d'une qualité humaine très véritablement pétrie parce qu'il sauve notre humanité en nous. Il permet de sauver cette humanité, de lui donner un visage, de lui donner une réalité. Alors que souvent, notre humanité disparaît totalement parce que nous sommes aveuglés parfois. Nous sommes dans un état de dépendance et d'aveuglement vis-à-vis de l'autre. Je veux avoir raison. Et ça, c'est dans notre système sociétal aujourd'hui, où c'est le plus fort qui gagne. C'est le plus malin qui gagne. On prête aux riches, on ne prête pas aux pauvres, on dit on prête aux riches. Donc, il y a toujours ce jeu où c'est la violence qui domine les rapports entre les gens.
et rappeler à l'être violent, à l'être dominateur, qu'il est humain. Ça, c'est l'essence même, pour moi, l'essence même de la médiation. Rappeler que l'acte et la personne sont deux choses différentes. On peut avoir des actes violents et incontrôlés, mais on est et on demeure une personne, un être humain relié aux autres êtres humains. Parce que là, c'est le dérapage, c'est à partir de là qu'il y a des dérapages et qu'on peut, il y a le débat entre l'humain et l'inhumain en nous. Qu'est-ce qui est humain en moi et qu'est-ce qui est inhumain? Quand je vois mes intérêts, eh ben, je me défends par tous les moyens, quitte à aller au-delà de tout ce qui est concevable, de tout ce qui est donc dans une violence aveugle. Et en la justifiant, soit par, pour certains, par la supériorité des races, pour d'autres par la supériorité de la naissance, par d'autres par la, je ne sais pas moi, la couleur ou tout autre. Donc, on va chercher des critères, on va chercher une idéologie, on se nourrit. Vous savez, le saint et l'assassin, parfois, ont bu à la même eau. Ils ont mangé la même nourriture. Ils ont lu le même livre. Mais l'un va être un saint et l'autre, il va être un assassin. Donc, c'est là où il y a ce travail considérable de la médiation et que la médiation, véritablement, c'est la voie médiane, c'est ce qu'elle veut dire, c'est le médium, il est le trait d'union entre le mode je dirais que des oppositions et à permettre ce pont, ce lien indéfectible pour nous rappeler à notre humanité. Merci, Cheikh Alain Bentounes. Jacques Saliba, comment allez-vous nous sortir de ce déterminisme en nous faisant jouer sur les oppositions nécessaires et fécondes? Dites-nous cela. Alors, moi, je pense que le médiateur, les deux questions sont intéressantes. La question sur le déterminisme, le pouvoir, et la question de la mise en ordre, dont on a parlé tout à l'heure. Alors, moi, je pense que… Mettez-vous plus près, Jacques, s'il vous plaît. Mettez-vous plus près. Oui, attendez, je vous entends pas bien. Et là, vous m'entendez? C'est mieux, oui. Oui. Alors, le médiateur n'est pas un simple humain. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce film, méfie-toi d'un ami qui te veut du bien. C'est-à-dire que le médiateur, s'il était un simple humain, il peut virer être dans l'émotion pure. Ça peut être de la compassion, ça peut être de la manipulation, ça peut être de… Donc, il peut pas être simplement un être humain avec son humanité. Enfin, il ne travaille pas qu'avec son humanité. Il y a de l'humanité par sa présence, mais c'est une humanité, je dirais, organisée par le symbolique, organisée par quelque chose qui lui donne une place et qui lui donne une autorité. D'ailleurs, dans autorité, alors je crois que le cheikh disait qu'il parlait de l'art. Je pense que le médiateur est un auteur. C'est comme un auteur. D'ailleurs, ça a été dit, l'autorité renvoie à auteur, autrement dit, c'est quelqu'un qui doit avoir une légitimité. Et je crois qu'a été employé à un moment donné, je crois que c'est Michel qui a dit ça, la notion de confiance. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'on fait confiance au médiateur? Qu'on aille le voir et qu'on s'en remette en toute tranquillité, qu'on lâche quelque chose, autrement dit, et qui est de la confiance. Alors, cette question, donc, pour la médiation, c'est de construire. Alors, je suis sociologue, c'est-à-dire, je sais bien que la confiance, c'est une construction sociale. Elle n'est pas comme ça, la confiance, elle ne tombe pas du ciel, hein, elle n'est pas dans mes gènes, elle n'est pas dans ma génétique. Donc, c'est une construction sociale. Alors, ce qui fait, autrement dit, la confiance, donc l'autorité du médiateur, c'est sa légitimité. La légitimité, justement, c'est une reconnaissance. Il est reconnu, non pas comme un être humain, mais il est reconnu comme un médiateur.
Et c'est là où il y a la grande question qui vient de la mise en norme et la mise en ordre. Parce que quand on n'a pas une légitimité suffisamment forte, on cherche à être protégé par quelque chose qui se distingue fondamentalement de la légitimité, qui est la légalité. C'est-à-dire qu'on s'adresse à un pouvoir extérieur pour que le pouvoir extérieur me donne une place et permette et m'autorise à parler et produise la confiance. Ben oui, j'ai confiance en lui parce que c'est le magistrat qui l'a nommé. Voilà, il a été nommé par quelqu'un d'autre. Il a été nommé par quelqu'un d'autre. Et comme j'ai été nommé par quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre, effectivement, fonctionne et met en ordre, mais exerce un pouvoir. C'est ça le danger. Rappelez-vous la phrase de la Boétie, la soumission volontaire, c'est-à-dire la recherche, autrement dit, du pouvoir pour que le pouvoir me protège, pour que le pouvoir me fasse exister, pour que le pouvoir construise ma place. C'est-à-dire que la place, ce n'est pas moi avec les autres qui vais la construire, c'est que j'attends qu'on me donne une place. Et d'ailleurs, on a parlé de la médiation familiale et je suis à 100% d'accord avec Michel autour de cette question de référentiel. N'oubliez pas que c'est l'État, à l'époque c'était Ségolène Royal, qui a créé un diplôme d'État de médiation familiale et je connais bien les médiateurs familiaux et je vois bien comment ça se passe. Ils cherchent le diplôme d'État, cette référence nationale, pour se faire reconnaître et avoir une légitimité. C'est-à-dire c'est par le diplôme, ce n'est pas par l'acte, proprement dit. Donc, on cherche des référentiels. Ça sécurise, si vous voulez. C'est-à-dire, le médiateur, je dirais, c'est quelqu'un qui doit, comme disent les psychanalystes, qui doit s'autoriser de lui-même, en grande partie. À partir du moment où on cherche un modèle, où on cherche que je fonctionne parce que j'applique un modèle, parce que j'applique un référentiel, parce que j'ai un diplôme, à partir de ce moment-là, on ne fait pas de la médiation. On fait du conseil, on aide, on fait ce qu'on fait dans tous les jours quand on est humain. Alors là, on retrouve de l'humanité, on essaye d'aider l'autre, on essaye de l'aider, mais comment on l'aide? On le manipule, on l'oriente, on va à l'envers, etc. Donc, on perd, autrement dit, Donc, il faut se méfier de la mise en norme et de la mise en ordre. Parce que naturellement, ça sécurise. Vous savez, les psychanalystes ont eu ce problème. À un moment donné, il y a une demande de certains psychanalystes, qui étaient des psychologues d'ailleurs, qui n'avaient pas les mêmes garanties que les médecins et que les psychiatres, se sont adressés à l'État pour qu'il y ait une reconnaissance du titre de psychanalyste. Et l'État a garanti ceux qui avaient des diplômes, c'est-à-dire ceux qui étaient psychiatres ou qui avaient un diplôme de psychologue. Et tous les autres n'étaient pas reconnus. Alors, ils pouvaient l'exercer clandestinement, mais ils ne rentraient pas dans un ordre reconnu. Mais en même temps, ce n'est pas ça la psychanalyse. Quelqu'un peut être psychiatre et avoir un diplôme de psychologue et pas être un bon psychanalyste. Je veux dire, ce qui crée le psychanalyste, c'est le patient lui-même qui le reconnaît comme psychanalyste. Et je dirais le bon médiateur, c'est quand les gens qui viennent en médiation le reconnaissent comme médiateur et lui donnent à ce moment-là la légitimité d'intervenir à partir de son autorité et la confiance intervient. Sinon, j'obéis à une fonction. On fait tout ça dans la vie. On va voir quelqu'un parce qu'il a un titre. Vous allez voir un docteur parce qu'il y a une plaque marquée docteur. Mais lui, le docteur lui-même que vous allez voir, enfin, qu'est-ce qui lui donne, autrement dit, cette légitimité? Est-ce que c'est son diplôme universitaire? Ces débats se posent. Et moi, ce que j'aime dans la médiation, c'est que justement, on transgresse quelque chose de la manière dont notre modernité, notre hypermodernité, met en ordre le lien social. Autrement dit, le règlement, le lien social. Et là, on lui fait perdre sa spontanéité et son humanité, je dirais presque, puisque c'est des règles sociales de position imposées par un État, d'où l'État. Alors, je vous signale que les professions, elles défendent leur autonomie, et là, on l'a vu pour la médiation familiale, mais pour se protéger, elles demandent à l'État de les protéger. Et c'est ce qu'ont fait les médiateurs familiaux. Ils ont demandé un diplôme d'État. Et je vois bien, moi, je forme les médiateurs, parce que les médiateurs familiaux, je vois bien les débats, mais enfin, à quoi il sert ce mémoire de 50 pages, qu'on dit un mémoire de recherche qui n'est pas du tout de la recherche? Enfin, il faut être sérieux, mais en même temps, c'est pas du tout, je n'ai pas une position élitiste, c'est qu'on ne peut pas faire en 50 pages et en 3 mois ou en 6 mois une recherche. Non, c'est complètement aberrant. Et quand j'en parle aux médiateurs familiaux, ils disent, mais tu comprends, s'il y a le diplôme d'État, au moins on est protégé.
et on est reconnu. C'est-à-dire qu'on cherche la protection dans un élément extérieur à sa propre pratique. Et là, on n'est plus dans la légitimité, je dirais, on est dans la légalité, ce qui n'est pas la même chose au niveau conceptuel. Voilà comment je répondrai, moi, Chantal. Merci beaucoup, Jacques. On va pouvoir prendre une dernière petite question parce que nous sommes presque arrivés au bout. Alors, avant cette question, si jamais nous dépassions, je voudrais dire que on peut continuer de toute façon cet après-midi, puisque cet après-midi, toute l'après-midi est une table ronde. Et je voudrais dire que cette journée est magnifique. C'est une journée de nouvelle lune. C'est en même temps les 10 ans d'Ami-Médiation. Et c'est en même temps un florilège de moments magnifiques que vous nous permettez de vivre. Maintenant, tu peux poser la dernière question. Ce sera la dernière. Je suis désolée pour toutes les autres, mais éventuellement, elles pourront se reporter pour cet après-midi, puisque vous allez avoir une partie des mêmes intervenants cet après-midi avec d'autres qui vont nous rejoindre pour une table ronde qui sera encore sur la médiation et la façon de réagir face au Covid à travers la médiation. Merci à tous. Caroline. La dernière question s'adressait plus directement à Michel sur le concept de médiation arc-en-ciel. Si vous pouvez développer cette notion de médiation arc-en-ciel, c'est Khaled Arag qui vous le demande. C'est une jolie image que vous nous aviez présentée lors de nos premières rencontres de la médiation. On aimerait pouvoir la développer avec vous, s'il vous plaît. Bon, alors, je ne suis pas l'auteur de l'expression. Hein. C'est le secrétaire général de l'association des médiateurs diplômés de Panthéon-Assas qui en a eu la formulation. Mais c'est intéressant de voir comment cette idée a surgi. Bon, il en a été question un petit peu plus tôt dans la matinée. Un livre blanc a été élaboré et présenté. Et là, je n'engage que moi, parce que je ne veux pas impliquer d'autres personnes que moi. Et il m'a semblé que ce livre blanc prêtait une attention trop importante à la médiation de règlement des conflits et se mettait plutôt, même à l'intérieur du règlement des conflits, dans une optique de mode alternatif de règlement des conflits, avec la volonté ensuite, et ça s'est vérifié, de porter le livre blanc à la chancellerie. Et là, on retrouve alors une illustration de ce que Jacques a dit, au fond, de demander protection à un suzerain et de se mettre en vassalité. Et alors, dans les discussions que nous avions à l'intérieur de l'association MDPA, dont je suis présidente d'honneur, médiateur diplômé de Panthéon-Assas, à un moment, j'ai dit, ce livre blanc, il est plus palichon que blanc. C'est-à-dire qu'il est monochrome. Il s'intéresse surtout à la médiation dans une de ses branches, le règlement des conflits et encore dans l'obédience de la justice. Et nous, ce diplôme que nous avons créé, il est généraliste. C'est tous les secteurs, toutes les couleurs de la médiation. Et donc, Jean-Marc Bouillon a dit, oui, la médiation arc-en-ciel. Donc, voilà l'origine de l'expression médiation arc-en-ciel. Mais l'arc-en-ciel, il est cohérent, hein, il tient. Et donc, l'image de l'arc-en-ciel tient compte aussi de l'unité fondamentale de la médiation. C'est-à-dire que toutes les couleurs ont leur place, mais elles sont ensemble. Et puis alors, en plus, c'est une belle image d'espoir. Merci, Michel. Eh bien, sur ces derniers mots, nous allons clore la matinée. Nous vous remercions infiniment tous.
spécifiquement le Cheikh Khaled Bentounès. J'espère que si vous avez le temps, vous serez peut-être avec nous cet après-midi si vous le pouvez. Je sais que vous êtes très, très, très pris et que vous avez un emploi du temps très surchargé. Mais je lance quand même la proposition, j'essaye quand même. On ne sait jamais. En tous les cas, c'est avec un plaisir que j'ai partagé avec vous ce moment où j'ai appris beaucoup. Merci infiniment, Cheikh. Nous vous remercions infiniment de votre présence et de tout ce que vous avez pu nous apporter. Merci aussi à Michel et à Jacques que nous retrouvons cet après-midi. Et donc, ce sera 14 h.